Donc on a eu le bonheur d'avoir un exposé sur l'intelligence économique fait par Madame Claude Revel. Et notre prochain invité, évidemment, vous le connaissez tous, Monsieur Pierucci, qui à son corps défendant peut-être mis en lumière à la fois ce que pouvait être le rôle de l'intelligence économique, la prédation économique par d'autres pays. Et donc j'ai vraiment le plaisir de l'accueillir pour nous parler de... Pour nous parler. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que le problème numéro 1 dans ce pays, c'est l'amnésie. Donc je vais me permettre de rappeler quelques faits quand même. Sous Clinton, après la fin de la guerre froide, les États-Unis ont réorienté les agences de renseignement du renseignement politique vers le renseignement économique. 60% des agences de renseignement économique travaillent à la défense des intérêts économiques des États-Unis. Ça veut dire, en gros, à l'espionnage massif de leurs concurrents. Leurs concurrents sont principalement les sociétés européennes et japonaises. Les entreprises, les États-Unis ont, via l'extraterritorialité de leurs droits, sanctionné principalement les entreprises européennes. Donc on a subi les conséquences en France. Je vous rappelle quand même les affaires BNP, Société Générale, Crédit Agricole. Toutes nos banques françaises ont été mises en droite ligne avec les intérêts américains. Je vous rappelle l'affaire Alcatel, Alstom, Technip, Safran, Airbus, etc., etc. Donc non, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité les Chinois et les États-Unis. Je regrette. 80% des attaques, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure, sont principalement dues aux Américains. Donc il y a les grands méchants et les petits méchants. Il y a les petits méchants en devenir, mais il y a surtout les grands méchants actuels et des 10 dernières années. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point... il y a un mot que je n'ai pas encore entendu, et ça m'étonne un peu quand même dans un colloque sur la souveraineté numérique, c'est Cloud Act. Donc on va peut-être rappeler un petit peu ce qu'est le Cloud Act. Les Américains, comme vous le savez, après les révélations de Snowden, on a tous compris que la NSA avait mis en place un système d'espionnage massif de nos entreprises et des citoyens européens, notamment français, avec l'aide d'une centaine d'entreprises du numérique américaine, donc les GAFA, mais pas que les GAFA, encore bien d'autres, de nombreuses sociétés, que suite aux révélations de Snowden, mot que je n'ai pas encore entendu, on est tous amnésiques sur l'affaire Snowden, les États-Unis ont protégé cette centaine d'entreprises américaines qui avaient travaillé main dans la main avec la NSA pour espionner de manière illégale nos entreprises et nos citoyens, et ont pondu le Cloud Act pour leur donner une immunité côté européen. Vous savez très bien que ces entreprises avaient une immunité côté américaine, donc ne pouvaient pas être poursuivies par les autorités américaines pour avoir enfreint nos lois européennes, et françaises, mais bien évidemment, elles n'avaient pas d'immunité ni française ni européenne. Donc les États-Unis ont pondu cette loi-là en 2018. Alors, ils ont bien évidemment emballé le discours, mais principalement pour que ces entreprises-là puissent continuer à faire ce qu'elles faisaient, mais avec un blanc-seing des autorités américaines. Donc, est-ce que vous avez vu une seule plainte contre une entreprise qui avait travaillé avec main dans la main avec la NSA pour l'espionnage massif de nos entreprises et des citoyens européens? Est-ce que vous avez vu une seule plainte en France ou une seule plainte en Europe? Imaginez le contraire. Imaginez si on avait fait exactement la même chose, si on avait espionné massivement les entreprises américaines sur leur territoire et les citoyens américains sur leur territoire. Si votre société avait fait ça ou une autre. Vous auriez été banni à vie du territoire américain et vous, certainement, vous seriez certainement là où j'étais. Donc, voilà, on n'a pas réagi. Donc, tant qu'on n'a pas réagi, on continue de jouer. Donc, le problème, c'est qu'on se retrouve dans un problème de conflit de loi. Les lois extraterritoriales américaines, alors le Cloud Act, c'est juste la clé qui permet aux autorités américaines d'ouvrir les coffres-forts de vos entreprises et ensuite de donner ces informations aux services de renseignement américains qui passent ensuite ça au Department of Justice et à d'autres institutions américaines pour poursuivre les entreprises françaises et européennes. Nous avons payé quand même 14 milliards de dollars
rien que les sociétés françaises, au Trésor américain pour enfreindre aux différentes lois extraterritoriales américaines, toujours sous couvert de bonne gouvernance, bien évidemment, qui est tout le monde est contre la corruption, tout le monde est contre le financement du terrorisme, tout le monde est pour les droits de l'homme, etc., etc. Donc toujours sous couvert de défense de valeurs morales universelles, on va mettre en place des systèmes de collecte d'informations et ensuite de poursuite d'entreprises françaises. Alors ça a des conséquences majeures. Lorsque Alstom a été racheté par General Electric, suite à cette affaire-là, General Electric a quand même menacé EDF d'arrêter de fournir des pièces de rechange pour les centrales françaises. Et ils l'ont fait. Ça veut dire quoi? Ils ont menacé, vous avez une puissance étrangère via une entreprise privée étrangère qui a menacé la France de mettre la France dans le noir. Donc, ça a des conséquences directes. Ils ont fait la même chose lorsqu'on a refusé de les suivre sur la guerre du Golfe en 2003. Ils ont arrêté de nous fournir des catapultes pour le Charles de Gaulle. Résultat, on avait un beau porte-avions, on n'était pas capable de propulser un avion. Donc, il était en rade. Donc, tout ça a des conséquences énormes sur notre économie. Donc, le Cloud Act, il faut s'en protéger. Et là, pour s'en protéger, il n'y a qu'une seule solution, c'est de ne pas travailler avec les entreprises américaines, ou en tout cas de ne pas travailler sur des sujets de données stratégiques, par exemple, avec des sociétés américaines. Donc on ne peut pas essayer de convaincre des CEO, des DSI, de substituer des solutions américaines avec des solutions françaises, d'accord, si derrière, on va dire, et ça je m'excuse, je ne peux rien faire si demain je vends ma boîte aux Américains. Parce que là, vous allez avoir un double discours. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'agent du beurre et le sourire de la fermière. Vous ne pouvez pas faire un discours vis-à-vis des sociétés françaises en disant « Mettez vos données chez moi, je ne suis pas une société française, je ne suis pas soumis au Cloud Act. » Et demain, trahir cette confiance que vous avez créée avec vos clients et vendre votre boîte aux Américains. Et donc être soumis au Cloud Act. Donc c'est un vrai souci. Et donc je pense qu'il faut avoir un discours clair là-dessus. Je pense que on peut convaincre les DSI, on peut convaincre les CEO de changer de certains outils, mais à condition d'avoir une certaine garantie derrière, et c'est le donnant-donnant, c'est un contrat moral à passer, et certaines sociétés y arrivent. Sur la commande publique, bien évidemment, c'est le gros maillon faible. Pour l'instant, on arrive très peu à passer de la commande publique, à orienter la commande publique vers les acteurs français. Pourtant, il y a quand même des clauses qu'on peut mettre dans les appels d'offres qui pourraient éviter cela. Non seulement une clause assez simple, c'est de dire est-ce que vous êtes soumis au Cloud Act ou vous n'êtes pas soumis au Cloud Act? Toutes les entreprises qui sont soumises au Cloud Act, désolé, vous êtes exclus de l'appel d'offres parce que vous enfreignez les lois françaises. C'est juste aussi bête que ça. Si vous êtes soumis au Cloud Act, vous ne pouvez pas être compliant avec le RGPD notamment. Donc, vous ne pouvez pas dire j'ai des lois en France, j'ai des lois européennes, mais je ne les applique pas, je fais des exceptions pour que des lois américaines viennent s'appliquer chez nous, enfreignant nos propres lois. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, moi, j'encourage les gens qui rédigent les appels d'offres, j'étais à la DGA encore la semaine dernière, de faire tout ce qu'ils peuvent pour rédiger de manière intelligente les appels d'offres. Est-ce que vous pensez que les Allemands rédigent intelligemment les appels d'offres ? Que ce soit dans le domaine du numérique ou de l'hydrogène ou de l'énergie, etc. Essayez d'aller vendre quelque chose en Bavière, bonjour, d'accord. Essayez d'aller vendre quelque chose aux États-Unis, bonjour, etc. Donc tous les pays, les Suédois font exactement la même chose. Tous les pays ont un certain prisme de défense des intérêts nationaux, en essayant d'orienter la commande publique vers les acteurs locaux. Nous, on est quand même encore assez loin de cette prise de conscience. Donc il faut répéter. Certains CEO dans les entreprises privées sont conscients de ça et donc imposent à leur DSI de prendre des acteurs français, et là ils peuvent prendre des acteurs français, etc. Beaucoup de CEO ne le sont pas encore, donc il faut continuer à faire de l'explication de texte. Appelez beaucoup de DSI, on leur demande juste de prendre le meilleur au moins cher, donc bien évidemment ils vont prendre toujours américain quasiment. Donc là il faut encore une fois expliquer les conséquences de tout cela. Mais tant qu'il n'y a pas, moi ce que je vois c'est que tant qu'il n'y a pas une grosse affaire, les gens ne bougent pas. Alors, l'affaire Alstom, ça a réveillé un peu les consciences, mais ça commence à être un peu vieux, donc tout le monde a un peu oublié quand même. Lorsque vous avez l'affaire Lafarge qui suit maintenant, vous avez vu l'affaire Lafarge ?
c'est quand même assez ahurissant. Quand même. Une entreprise qui travaille en parallèle avec l'État et d'ailleurs se fait condamner pour financement du terrorisme et qu'elle est poursuivie en France, mais que ce sont les Américains qui viennent faire la loi aussi sur cette affaire-là parce que Lafarge a payé en dollars des katibas islamistes. Enfin, voilà. Donc l'extraterritorialité du droit américain, c'est une constante, ils ne changeront rien. Au niveau européen, on a fait le DSA, le DMA, le Data Act, tout ce que vous voulez. Ça ne changera strictement rien tant que les Américains ne changent pas le Cloud Act et le FISA Act, et ils ne le changeront pas. Vous pouvez faire tous les textes que vous voulez en Europe, et ils continueront à appliquer leur loi. Ce qui a été conclu dans les accords récemment entre la communauté européenne et les États-Unis sur le transfert des données, donc ce qui a remplacé le Privacy Shield, d'accord, ce qui a été pondu là récemment, ça ne protège en rien les entreprises européennes, les entreprises françaises des lois américaines. C'est juste, maintenant vous pouvez aller voir un juge qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'il est, d'ailleurs aux États-Unis, pour essayer de faire valoir vos droits. Bon courage, si vous voulez faire ça. Donc, faut oublier ça. Donc, la façon de se protéger, il n'y a que vous qui vous pouvez vous protéger. Il n'y a que les entreprises. Au niveau de l'État, moi, je veux bien ces discours-là, mais quand on promeut le cloud de confiance avec des gens qui sont multirécidivistes, et c'est quelqu'un qui est en prison qui vous dit ça, qui est allé en prison qui vous dit ça, Microsoft, Google, Amazon, ce sont des multirécidivistes. Ils ont payé des amendes tout le temps. Et nous, on va faire un cloud de confiance avec ces gens-là, qui nous ont espionnés pendant des ans, pendant des années. Microsoft, c'était les premiers à donner les clés de décryptage à la NSA, alors qu'ils vous disaient que tout était crypté. Donc, à un moment, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Je suis déjà trop long. Je vous en prie. Non, je voulais savoir s'il y avait des questions dans la salle, histoire d'interagir un peu sur cette extraterritorialité. Est-ce qu'il y a des réactions? Parce que là, on dit quand même des choses un peu violentes. Oui, bah, un petit peu. Un petit peu réveiller la salle. Un petit peu. Oui, pardon. Beaucoup parlé avec Frédéric, mais si les entreprises ne vont pas judiciairement quand elles se font attaquer par les Américains, si elles ne font pas d'action en justice, c'est parce qu'elles ont peur. Elles ont peur d'être blacklistées ensuite, et parce que derrière, l'État, le gouvernement ne les protège pas. On a la loi de blocage réajustée, etc. Mais on ne l'utilise pas ou très peu. On l'a aussi au niveau européen. Donc les entreprises, elles ne peuvent pas se défendre toutes seules. Enfin, c'est pour ça qu'elles n'osent pas y aller. Elles ne veulent pas se blacklister après. Mais oui. Je suis d'accord avec toi complètement. On a réagi. Trouver des raisons. Alors, on a réagi modestement. Après l'affaire Alstom, on a fait la loi Sapin 2 qui protège les entreprises françaises. C'est du défensif, d'accord. On n'a pas rendu la monnaie de leur pièce aux Américains en allant attaquer Goldman Sachs ou Google pour avoir fait enfin certaines lois françaises, etc. Donc c'est que du défensif. C'est déjà pas mal. On a quand même réagi, alors que d'autres pays n'ont pas réagi. Les Allemands n'ont absolument pas réagi à l'extraterritorialité américaine. Les Allemands considèrent que c'est une taxe que Daimler, etc., doit payer pour continuer à vendre des bagnoles en Chine et aux États-Unis. Donc pour l'instant, au moins, on a commencé à réagir en faisant du défensif. Mais on est encore très très loin de l'offensif. Et alors, est-ce qu'il y a une réponse européenne? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de réponse européenne sur ces sujets-là. Vous voyez la Lituanie ou la Pologne se mettre à dos les Américains pour nous faire plaisir? Enfin, franchement, c'est utopique. C'est utopique. Donc toutes les lois qui sont faites au niveau de la Commission européenne, ce sont des compromis faits avec des pays qui n'ont pas vraiment intérêt à se mettre les Américains à dos. Donc c'est pour ça que le DMA, DSA, Data Act, etc., bon, c'est bien joli, mais ça ne vous protégera pas. Merci beaucoup. J'ai une question sur l'attaque de l'extraterritorialité américaine utilisée comme arme de vente en permanence ou comme arme d'acquisition des boîtes. C'est un détournement manifeste du droit international. Or, il y a des tribunaux internationaux. Là, c'est dans le cadre du commerce. Pourquoi est-ce que les États européens, notamment les États puissants européens d'Europe de l'Ouest, ne portent pas l'affaire devant le tribunal de l'OMC? Parce que l'OMC l'OMC en mort cérébrale, comme dirait notre président, d'accord, vis-à-vis de l'OTAN. L'OMC n'existe quasiment plus. Depuis que les Chinois sont rentrés dans l'OMC et que de toute façon les Américains veulent ne plus appliquer eux-mêmes les règles de l'OMC parce que les Chinois les appliquent. C'est marrant, les lois chinoises actuellement sur la protection des données, sur les lois de sanctions et de contre-sanctions chinoises, sur les lois sur les embargos, etc.,
en préambule de toutes ces lois, ils mettent les règles de l'OMC, d'accord, en mettant en fait un miroir devant les Américains en disant regardez, après 1945, vous nous avez pondu ces règles-là, c'est vous qui ne les appliquez plus, nous on les applique. Nous on ne fait pas d'extraterritorialité, nous on applique les règles de l'OMC, vous-même appliquez-les en retirant votre extraterritorialité. Donc il n'y a plus de gendarmes du monde au-dessus de ça. Au-dessus des États-Unis, il n'y a personne. C'est pareil sur la prescription. Les Américains vont rechercher des affaires qui datent d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Sur Alstom, ils sont montés à 15 ans. Sur Total, à 18 ans, etc. Donc, il n'y a pas de prescription. Le problème, c'est qu'il n'y a personne au-dessus qui dit qu'il n'y a pas de prescription. D'accord ? Il n'y a pas non bis in idem, le fait de ne pas pouvoir être condamné deux fois pour la même chose dans des pays différents. Il n'y a personne qui met cette règle-là. Il n'y a qu'au niveau de l'OCDE où il y a un petit texte qui dit qu'en gros, débrouillez-vous. Donc, il n'y a pas de gendarmes. Il n'y en a pas. Merci beaucoup Frédéric. Conclusion. Il n'y a pas de gendarmes.